Pour procéder aux détails de ce cours, on passera par le plan suivant. Nous allons traiter dans un premier lieu la réglementation des marchés publics, dans un deuxième lieu la contractualisation et troisièmement et finalement la dématérialisation de la procédure des marchés publics. Première partie, la réglementation des marchés publics. Premièrement, généralité. Au niveau des généralités, on essaye premièrement de comprendre que signifie-t-elle une réglementation des marchés publics. Alors, le mot réglementation signifie l'ensemble des règles, qui veut dire qu'une réglementation des marchés publics signifie l'ensemble des règles régissant une affaire publique entre un maître d'ouvrage et les concurrents, c'est-à-dire entre celui qui finance les travaux avec les concurrents qui veulent avoir ce travail. Ces règles sont extraites d'un décret à partir duquel on trouve toutes les réglementations qui régissent les marchés publics des collectivités territoriales et aussi des établissements publics. En termes de marchés publics, les référentiels légaux et réglementaires qui régissent ces derniers, premièrement, les dispositifs légaux, la Constitution, la loi numéro 6900, 6199, 6299, la loi numéro 5599, 5305, 0608 et 3210. Le DAHIE sur les nantissements, le DAHIE sur les cautions bancaires et finalement, texte de création des entreprises et des établissements publics. Pour les dispositifs réglementaires sont l'arrêté du ministre des Finances numéro 1589-05 du 20 décembre 2005, le circulaire du ministre des Finances numéro 2733 du 25 mai 2007, le circulaire du ministre des Finances numéro 789 du 4 mars 2008, le circulaire du ministre des Finances numéro 3600 du 28 août 2008 et finalement le circulaire du ministre des Finances numéro 2727 du 14 juillet 2009 et numéro 3673 du 28 novembre 2013. Définition et objet. Pour bien comprendre, ce paragraphe explique les éléments essentiels de la passation d'un marché public. Pour ça, voici une explication brève, point par point. D'abord, le marché. Un marché est un contrat établi entre un maître d'ouvrage, c'est-à-dire une entité qui va lancer la demande, et un prestataire, c'est-à-dire l'entité qui va exécuter cette demande, que ce soit avec un service ou de la fourniture ou avec un travail. Deuxièmement, l'offre doit répondre exclusivement aux besoins, c'est-à-dire que le marché doit viser à répondre précisément des besoins définis par des maîtres d'ouvrage, sans superflu. Troisièmement, les spécifications techniques et consistance des prestations. Les spécifications techniques sont les détails précis sur ce qui doit être fourni ou réalisé. Et la consistance des prestations, c'est l'ensemble des tâches et responsabilités à accomplir, qui doivent être déterminées aussi précisément que possible. Ces spécifications doivent se référer à des normes marocaines et ne doivent pas mentionner des marques spécifiques afin d'assurer l'équité de la concurrence. Quatrièmement, et finalement, l'estimation du coût des prestations. Une estimation du coût des prestations, que ce soit du travail, des fournitures ou du service, doit être établie. Cette estimation doit être publiée, probablement dans le cadre de la transparence et de l'information aux candidats potentiels. L'ensemble de ces points vise à assurer que le processus de passation des marchés publics soit clair, précis, transparent et équitable. Forme et caractère des prix. Un prix peut prendre forme de plusieurs formes, entre autres, un prix au pourcentage, un prix global, un prix unitaire, un prix provisoire, un prix mixte, un prix ferme et un prix révisable. Les cahiers des charges. Un cahier de charges définit les conditions dans lesquelles les marchés publics sont passés et exécutés, c'est-à-dire comment ils sont attribués et comment ils seront réalisés. Un cahier de charges inclut aussi un cahier des clauses administratives générales ou communément appelé un CCAG, comme il comprend aussi un autre cahier qui s'appelle un cahier des prescriptions communes
ou encore appelé CPC. Et finalement, un cahier des prescriptions spéciales ou encore appelé un CPS. En résumé, les cahiers de charges sont des documents essentiels qui précisent les règles et les conditions à respecter pour la passation et l'exécution des marchés publics, assurant aussi la clarté, la transparence et l'uniformité des procédures de passation des marchés. La passation des marchés publics passe par 5 étapes primordiales. L'étape 1, c'est l'appel d'offres ouvert ou restreint, y compris les prestations architecturales. Et l'étape 2, le concours, y compris les prestations architecturales. L'étape 3, la procédure négociée, y compris les prestations architecturales. Quatrièmement, l'appel à manifestation d'intérêt. Et cinquièmement, les enchères électroniques inversées. Les procédures de passation des marchés. Appel d'offres ouvert. Appel à la concurrence. Ce paragraphe explique les modalités d'un appel d'offres ouvert dans le cadre des marchés publics. Ceci est une explication détaillée de chaque. Premièrement, appel d'offres ouvert. C'est une procédure de passation de marché public dans laquelle toutes les entreprises intéressées peuvent soumissionner. Deuxièmement, appel à la concurrence. Ce processus implique une compétition ouverte où plusieurs entreprises peuvent présenter leurs offres, permettant ainsi de choisir la meilleure proposition selon les critères établis. Troisièmement, dossier d'appel d'offres, DA, DT, D additif et l'OF. Le dossier d'appel d'offres comprend plusieurs documents essentiels. Premièrement, le DA, le dossier d'avis. Il inclut les informations générales sur l'appel d'offres, DT, ou le dossier technique. Ceci contient les spécifications techniques des travaux, fournitures ou services demandés. D additif, ajout ou modification apportée au dossier initial. C'est-à-dire que le dossier additif ajoute ou modifie les changements apportés au dossier initial. Et finalement, l'OF, ou bien l'offre financière. C'est-à-dire qu'elle détaille un détail financier de l'offre soumise par les prestataires. Quatrièmement, le délai de publication, 21 ou 40 jours au moins selon le cas. Le délai minimum de publication de l'appel d'offres varie selon les spécificités du marché, que ce soit 21 jours, un minimum pour certains types de marchés, ou 40 jours minimum pour d'autres, généralement pour des marchés plus complexes ou d'un montant plus élevé. Cinquièmement, support de publicité, 2 journaux et dans le portail des marchés publics, c'est-à-dire que l'appel d'offres doit être publié dans au moins 2 journaux et sur le portail des marchés publics qui est une plateforme en ligne dédiée à la diffusion des appels d'offres publics. Sixièmement, le délai court à compter du lendemain de la publication dans le journal paru le deuxième. C'est-à-dire que le délai de soumission des offres commence à partir du jour suivant de la publication de l'appel d'offres dans le second journal. Cela garantit que les entreprises disposent d'un temps suffisant pour préparer et soumettre leurs offres après avoir pris connaissance de l'appel d'offres. En résumé, ce paragraphe détaille les étapes et les exigences d'un appel d'offres ouvert, mettant en avant l'importance de la transparence et de la concurrence dans la passation des marchés publics. Marché négocié. Ce diapositive décrit les procédures spécifiques liées à la passation des marchés publics par voie de marché négocié. Voici une explication détaillée de chaque point. Alors, premièrement, c'est quoi un marché négocié? Un marché négocié est une procédure où le maître d'ouvrage négocie directement les conditions du contrat avec un ou plusieurs prestataires, plutôt que de passer par un appel d'offres ouvert. Une commission de négociation. Une commission est formée pour mener les négociations et s'assurer que le processus est transparent et équitable. Passons aux conditions d'une commission de négociation. Une commission de négociation est désignée par l'autorité compétente, c'est-à-dire que la commission de négociation est constituée par l'autorité compétente ou encore l'organisme ou la personne ayant le pouvoir de décision. Une commission de négociation est composée du président ou de 2 représentants du maître d'ouvrage. Cela veut dire que une commission de négociation comprend un président et 2 autres représentants de l'entité qui demande les travaux ou les fournitures ou le service. Toute autre personne, expert ou technicien dont il juge utile à la participation aux travaux de la commission
c'est-à-dire que la commission peut inclure d'autres personnes comme des experts ou des techniciens si leur expertise est jugée nécessaire pour les négociations. Les établissements d'un certificat administratif visant le chef d'exception qui justifie la passation du marché négocié, c'est-à-dire qu'un certificat administratif doit être établi pour justifier l'exception permettant de passer par un marché négocié. Ce certificat doit expliquer les raisons spécifiques pour lesquelles cette procédure est utilisée au lieu d'une autre méthode de passation de marché, comme l'appel d'offres public. En résumé, ce diapositive explique la procédure et les justifications nécessaires pour la passation d'un marché négocié. Mettons en avant la composition de la commission de négociation et la nécessité de documents administratifs pour justifier cette méthode. Les bons de commande. Ce diapositive explique les conditions et les limites associées à l'utilisation des bons de commande dans le cadre des marchés publics. Premièrement, c'est quoi un bon de commande? Les bons de commande sont des documents utilisés pour commander des prestations, que ce soit des services, des travaux ou des fournitures qui doivent être réalisés immédiatement. Après avoir défini c'est quoi un bon de commande, on passe aux conditions régissant les bons de commande. Premièrement, pour les prestations à réaliser immédiatement dans la limite d'un seuil. Cela veut dire que les bons de commande sont utilisés pour des prestations qui doivent être exécutées rapidement, à condition que leur montant ne dépasse pas un certain seuil prédéfini. Encore, la limite considérée dans le cadre d'une année budgétaire par type de budget, en fonction de chaque ordonnateur et sous-ordonnateur et selon les prestations de même nature et des crédits de paiement disponibles. Cela veut dire que, premièrement, le seuil d'utilisation des bons de commande doit être respecté dans le cadre d'une année budgétaire et que cette limite dépend du type de budget de l'ordonnateur, la personne ou l'entité responsable de l'engagement des dépenses. Et encore, de sous-ordonnateur, c'est-à-dire le délégué ou autre responsable. Et aussi que la limite tient compte des prestations de même nature et des crédits de paiement disponibles, c'est-à-dire les fonds alloués pour ces prestations. Encore, la limite à préciser par service habilité et par prestation de même nature. Cela veut dire que les services habilités, encore services autorisés, doivent évaluer et respecter cette limite pour les prestations de même nature, aussi que cela garantit que les dépenses restent dans les limites budgétaires approuvées et que les bons de commande ne sont pas utilisés pour des dépenses excessives ou non planifiées. Et finalement, la liste des prestations de même nature est annexée au règlement des marchés. Cela veut dire qu'une liste des prestations de même nature est annexée au règlement des marchés, ce qui signifie qu'il existe une documentation officielle détaillant quelles prestations sont considérées comme similaires. Aussi que cette liste aide à assurer la cohérence entre la transparence dans l'application des bons de commande. En résumé, ce paragraphe décrit les règles et les limites relatives à l'utilisation des bons de commande pour prestations à réaliser immédiatement. Il souligne l'importance de respecter les seuils budgétaires annuels, d'évaluer correctement les prestations de même nature et de suivre les directives annexées au règlement des marchés.